Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce deuxième webinaire de la semaine organisé par Bibouda. Et j'ai le grand plaisir de retrouver Brigitte Ansel et Ken Kelly. Bonsoir Brigitte et bonsoir Ken. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis un tout petit ce soir pour les présenter parce que comme ils sont tous les deux, eh bien, nous avons un petit souci pour être tous les trois l'un à côté de l'autre, mais ce n'est pas un souci en soi d'ailleurs. Alors, également un petit détail. Donc, Ken donc, est américain et ne parle pas très bien le français. Donc, Brigitte sera amenée pendant le webinaire à traduire ce que Ken voudra vous partager. Voilà donc, pour ce petit détail. Alors, l'éveil est un sujet aujourd'hui qui interpelle de plus en plus de personnes. Et l'éveil, si on veut le simplifier, on pourrait dire que c'est retrouver sa vraie nature. Or, Ken, tu as eu conscience de ta vraie nature et fait l'expérience de l'unité dès ton plus jeune âge et tu as vécu la conscience éveillée donc, depuis ton plus jeune âge. Et c'est de par cette conscience éveillée que tu vas t'exprimer et rendre ton témoignage donc si particulier. Et Brigitte, tu as donc senti l'appel de l'éveil dès ton adolescence, ce qui t'a amené à te poser un certain nombre de questions et donc à faire un certain nombre d'études. Tu es un ingénieur civil physicien, psychologue et psychothérapeute. Donc tu as également créé un institut. Tu connais également l'EFT. Enfin bref, tu as beaucoup étudié. Et par ailleurs, tu as vécu des expériences successives d'éveil, également depuis l'adolescence. Et c'est à partir de là que tu en as déduit que c'est accessible à tout un chacun. Alors ensemble, eh bien, vous avez mis en place un processus qui permet justement à chacun de trouver sa voie pour aller vers cet éveil. Alors ce soir, donc le thème c'est la transmission de l'éveil. Hein, donc là vraiment c'est votre sujet. Est-ce que Brigitte ou Ken, vous pouvez me donner une définition de l'éveil pour que nous parlions tous du même sujet et sur quels critères on permet de savoir si nous ne sommes pas sur la bonne voie. Alors, il y a beaucoup de voies. Je ne sais pas s'il y en a une bonne, mais effectivement, il y a différentes, on pourrait dire, définitions, acceptions de l'éveil. Et pendant ce webinaire, on va préciser quelle est la nôtre, effectivement, pour qu'on voit de quoi on parle. Mais on peut dire qu'en général, je pense que tout le monde associe l'éveil à l'idée de lâcher l'ego, on pourrait dire. Ça, je pense que c'est en général assez courant. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire de lâcher l'ego? Eh bien, on va voir que c'est souvent pas ce que les gens croient, parce que souvent, c'est le moi, en fait, qui se fait une idée de l'éveil. Et donc, ce que le moi pense être l'ego, et qui est lui-même, hein, c'est en fait le moi qui fait l'expérience de la réalité et qui essaye d'imaginer qu'est-ce que ça peut être de faire l'expérience de la réalité en l'absence de lui-même. Et en fait, donc, l'éveil, c'est pas possible pour le moi de concevoir ce qu'est l'éveil, puisque ça veut dire eh bien, ce qui reste en l'absence de ce qui croit être, on pourrait dire, la source ou le sujet de l'expérience. Donc, l'éveil dont on va parler ce soir, qui est ce qu'on appelle l'éveil non duel, eh bien, c'est s'éveiller du moi. Hein. Donc, c'est vivre la vie, parce que c'est pas que tout disparaît, tout devient blanc et puis il n'y a plus rien, c'est pas ça, mais c'est vivre l'expérience de la réalité, non pas à partir de cette petite chose séparée qui pense être différente des autres, des objets qui sont là dans le monde, mais à partir en fait de la réalisation que la vraie nature de ce que nous sommes, c'est tout, hein, c'est l'unité. Donc ça, c'est l'éveil non duel, c'est ce dont on va parler. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'autres acceptions de l'éveil. Pour certains, il y en parlera aussi un petit peu.
Ce sont plus les étapes duelles de l'éveil dont ils veulent parler en parlant d'éveil. Hein. Par exemple, harmoniser les chakras, aider le corps énergétique à se nettoyer, à se purifier, à s'harmoniser, pour que, effectivement, quelque part, cette expérience égotique soit moins lourde, on pourrait dire, moins cristallisée. Mais ça reste encore de l'ordre d'un individu séparé qui vit une expérience au départ d'une perspective qui est en fait, on pourrait dire, individualisée. Hein. Donc, l'éveil dont on va parler ce soir, c'est l'éveil dont a parlé Jésus, c'est l'éveil dont parlait Bouddha, et donc ça, c'est l'éveil non duel, c'est l'éveil de la personnalité, l'éveil de l'ego, s'éveiller de l'ego comme on s'éveille d'un rêve, en fait. Ah ouais, écoute, c'est vraiment une très très belle, je pense, définition. Merci, merci Brigitte. Et ce que je voulais également spécifier, c'est que ce soir, vous allez également nous proposer un petit moment de pratique, justement, de de cette transmission de l'éveil, parmi tant d'autres techniques, mais vous allez nous en permettre de le pratiquer ce soir. Tout à fait, hein. On va faire une forme de pratique guidée, méditation guidée, si tu veux. Et on va vous parler de l'éveil et effectivement de la transmission et spécifiquement aussi de cette question qui en fait est souvent un grand point d'interrogation ou on pourrait dire sujet à débat, c'est est-ce que l'éveil ça peut être enseigné? Ou une autre façon de le dire, c'est est-ce que l'éveil ça peut s'apprendre? Hein, parce que pour certains, où il y a parfois des conceptions qu'en fait l'éveil, ça veut dire être touché par la grâce divine ou quelque chose comme ça. Et donc, est-ce que c'est possible de déclencher l'éveil? Hein, on va parler de ça. Et un autre volet de ce qu'on va aborder, eh bien, c'est le fait que certains d'entre vous, et sans doute beaucoup d'entre vous, on fait des expériences qu'on appelle des expériences d'éveil temporaire. Donc, sont des expériences d'éveil qui ne durent pas, en fait, qui viennent et puis qui s'en vont. Et donc, souvent, eh bien, il y a comme une sensation de paradis perdu et un désir de retrouver cet état d'éveil. Et donc, on va voir, est-ce que c'est possible, en fait, de s'établir durablement dans la conscience éveillée. Et donc, pour répondre à ces questions, eh bien, Ken et moi, on va vous parler en fait d'un processus d'ouverture et d'approfondissement de l'éveil qu'on a mis au point. Et ce processus, en fait, il a des étapes claires qui permettent à chacun d'avancer sur ce trajet d'éveil. Et donc, en vous expliquant ça, on répondra aux questions que j'ai citées tout à l'heure. Et donc, ce dont on va parler, c'est l'éveil non-duel ou la non-dualité. Et comme j'ai dit, le plus simple pour que ça évoque quelque chose, c'est de dire que c'est l'éveil dont parlait Bouddha et dont parlait Jésus. Et qu'est-ce que ça veut dire non-duel? Eh ben, tout simplement, c'est pas deux. Hein. Donc ça fait référence au fait que le moi qui voit les choses séparées, qui se pense être séparé des choses et du monde, eh bien ce moi, l'ego, dans l'éveil non-duel, eh bien c'est vu que ce moi, il a en fait une nature illusoire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le moi, c'est une construction mentale en fait, illusoire. Et on en parlera un petit peu. Même les neurosciences aujourd'hui non seulement reconnaissent ça, mais tu verras, il y a des découvertes qui viennent vraiment comment illustrer ça de manière très très claire. Et donc, quand cette nature illusoire de l'ego est réalisée, eh bien, ce deux, si tu veux, le duel, la dualité, eh bien, elle disparaît. Et alors, il n'y a plus dedans, dehors, il n'y a plus moi versus toi. Et donc, la réalisation qui est là, le vécu qui est là, si tu veux, c'est qu'il n'y a que le un. Même si ce un, il peut toujours apparaître sous la forme de multiples, hein, et en particulier apparaître comme toi ou moi, mais il y a une reconnaissance fondamentale que ça, c'est une apparence et que la nature même de ce que nous sommes est un. Et c'est une idée que tout le monde, je pense, connaît ici, hein, qu'il n'y a que le un. Mais la question dans l'éveil, c'est est-ce que cette idée-là, est-ce que c'est juste une idée? Est-ce que c'est juste un concept?
ou est-ce que c'est une expérience vécue, est-ce que c'est expérientiel? Et donc, peut-être que tu as fait beaucoup de méditation, peut-être que l'éveil, voilà, c'est un concept que tu connais bien et que c'est quelque chose que tu recherches depuis tout un temps. Et souvent, on rencontre des personnes qui ont comme ça un long trajet de recherche d'éveil, mais qui ont aussi une frustration parce que ça s'est pas déclenché pour eux. Après tout le temps qu'ils ont passé, après des pratiques, de la méditation ou des retraites. Et donc, on va voir que c'est pas une fatalité et qu'en fait, il y a des pratiques simples qui permettent de pousser cette porte de l'éveil. Et puis alors, pour d'autres d'entre vous, comme j'en ai parlé avant, eh bien, il y a déjà eu des expériences d'éveil, peut-être spontanées, peut-être qui sont venues au fil de pratiques méditatives ou autres. Et alors, probablement, eh bien, ton expérience, c'est ce que Ken et moi, on appelle l'oscillation. Hein. Et l'oscillation, c'est en fait cette impression de faire des allers-retours entre l'état d'éveil et puis une sorte de réidentification au moi, à la personnalité et à l'ego. Hein. Et donc, on va parler de ça aussi et on va voir comment eh bien, c'est possible de dépasser cette impression d'être, pour dire, ballotté entre des moments d'éveil et des moments de réidentification. Alors, je vais peut-être passer la parole à Ken. Ken, do you want to say a word about non-duality? Well, sometimes dual awakening is present. Donc parfois, il y a un éveil, un début d'éveil, si tu veux, qui est encore duel. And then it's possible to experience non-dual awakening. Et en contraste avec ça, comme on va voir, eh bien, il y a l'éveil non duel. Dual awakening essentially is something that occurs for the ego, and it thinks it's awake. L'éveil duel, si tu veux, c'est quelque chose qui se passe pour le moi. Et alors, c'est le moi qui pense qu'il est sur un trajet d'éveil ou qu'il est éveillé. Now, dual means not, non-dual means not two. Donc, non-duel, ça veut dire pas deux. Duality is a world of opposites, like hot and warm. The world is out there, and I'm in here. I'm me. I'm separate. Donc, la dualité, c'est le monde des opposés. Là où tu as le chaud et le froid qui existent, c'est le monde où en fait il y a moi ici et il y a toi là-bas et on existe en tant qu'entité séparée. And duality is essentially the world of form. Donc essentiellement, la dualité, c'est le monde de la forme. What is called the manifested. Et c'est ce qu'on appelle le manifesté, la manifestation. Where what we are appears as a person separate. Et dans le manifesté, eh bien, ce que nous sommes, ça apparaît comme une personne. Or at least different from other people. Qui est séparée ou en tout cas différente d'autres personnes. Where we feel like we have our consciousness and our individualized ego. Et donc, dans le monde de la dualité, on a l'impression qu'on a notre conscience et qu'on a aussi notre moi, notre ego individualisé. And this first stage of awakening presents itself as the dual dimension of reality. Et donc, dans ces premières étapes, si tu veux, l'éveil, il se présente dans la dimension duel de la réalité. It can involve many things that seem quite interesting, quite great. Mais ça se présente sous des formes qui peuvent être assez intéressantes et super. Such as different energies, intuition, and experiencing other dimensions of reality. Donc des expériences énergétiques, approfondir l'intuition ou des expériences qui incluent d'autres dimensions. It can be a feeling of being connected to the divine or being connected to guides. Et donc ces étapes Spirit guides. duel de l'éveil peuvent inclure le fait de se sentir connecté au divin ou d'être connecté à des guides spirituels. And it can be like opening up to other realities, other dimensions. C'est s'ouvrir en fait à d'autres réalités, d'autres dimensions. Beyond what we see with our eyes. Au-delà de ce qu'on voit avec les yeux. It can entail being in touch with the afterlife or entities or angels. Et ça peut aussi vouloir dire être en contact avec
la vie après la mort, ou des entités, ou des anges. So these experiences, although might seem wonderful, and sometimes they can be experiences quite wonderful, Donc ces expériences qui sont merveilleuses, qui peuvent être vécues comme merveilleuses, are part of what is called the dual stage of awakening. elles font partie de ce qu'on peut appeler en fait l'étape duel de l'éveil. Because what is experiencing this is a separate self. Parce qu'en fait, ce qui en fait l'expérience, c'est un moi séparé. So, for instance, if I'm in touch with my guides, Par exemple, si je suis en contact avec mes guides, I'm something different than them from the guides. ça veut dire que je suis différent d'eux. Je suis quelque chose de différent d'eux. If I'm connected with the divine, Et si je me connecte au divin, I'm different from the divine. ça veut dire que je suis différent du divin. If I wasn't different from it, I wouldn't have to connect with it. Si je n'étais pas différent du divin, ben, je ne devrais pas me connecter avec le divin. Et donc, intellectuellement, on sait tous on a tous entendu que nous sommes un, hein, il y a seulement le un, et qu'on n'est pas séparé du divin. Mais dans cette phase duel de l'éveil, eh bien, c'est plus une idée qu'une expérience, même si c'est vraiment vers ça que ça tend, et que ben, on peut voir quelque part cette idée qui transparaît déjà dans ces étapes duel de l'éveil. Et donc, c'est à propos de ce point important qu'est l'expérience, le fait de vivre expérientiellement, le fait que nous sommes tous un, que Ken et moi, on a développé ce processus en plusieurs étapes d'éveil qui permet vraiment de faire l'expérience de l'aspect un de qui nous sommes. Et on va vous parler de ce processus, hein, et en particulier d'un programme qu'on a mis sur pied, qui s'appelle Entrer dans l'éveil. Et on l'a mis sur pied parce que il y a vraiment beaucoup de gens qui ont en fait un processus d'éveil et qui sont sur un chemin d'éveil et qui sont dans ces phases de l'éveil qui sont duels et qui ont ce type d'expérience dont on a parlé. Et ils savent, ils aspirent à vivre que tout est un, mais à cette étape-là d'où ils en sont, eh bien, c'est pas encore une expérience vécue et incarnée. So, in that dual stage of awakening, donc à cette étape duel de l'éveil, this me is separate from what is not me. Il y a encore l'impression qu'il y a moi et puis que c'est séparé de ce qui n'est pas moi. It can seem like I'm evolving towards more opening, more connection to this not me. Et donc, cette phase de l'éveil duel, en fait, c'est une phase d'évolution qui semble évoluer vers plus d'ouverture, tu pourrais dire, plus de connexion, comme on a dit, à ce qui semble ne pas être moi. An individual mean that maybe talks to the guides, is in touch with its intuition. Donc, sur ce chemin d'éveil duel, il y a un moi individuel, en fait, qui peut être effectivement parle à des guides ou est en connexion avec d'autres dimensions ou qui est en contact avec son intuition. Is connected to other dimensions. Et qui est connecté à d'autres dimensions. But what I feel is I'm individualized still in this point. Mais à ce stade-là, eh bien, ce que je ressens, c'est que je suis individualisé. In this example, I don't feel I'm one with everything. Donc, je sens pas que je fais un avec toute chose. Et comme j'ai dit, eh bien, c'est vraiment pour aider à la réalisation de cette unité avec toute chose à un niveau qui n'est pas le niveau intellectuel, parce que beaucoup de gens ont lu et comprennent tout ça, mais peu en font l'expérience. Et c'est vraiment dans une perspective, voilà, expérientielle qu'on a mis ce programme sur pied. Et donc, ce programme Entrer dans l'éveil, c'est un programme d'éveil non duel. Hein, ce à quoi il mène, c'est à reconnaître qu'en fait, il y a que, on pourrait dire, deux états. L'état où l'éveil est voilé, hein, où on peut dire qu'on est comme endormi à ce que nous sommes, et puis l'état où la conscience se reconnaît elle-même. Hein, on pourrait dire que c'est l'état où nous reconnaissons notre vraie nature, et comme cette nature, c'est la conscience, eh bien,
dans l'état d'éveil, eh bien la conscience se reconnaît elle-même en tant que conscience. Et tu verras que dans la pratique guidée qu'on va faire tout à l'heure, c'est un peu ça, voilà, qu'on va t'inviter à découvrir. Donc c'est pour ça que ça s'appelle l'éveil, hein, c'est parce que c'est comme sortir d'une illusion, hein, c'est sortir en fait littéralement de l'illusion mentale du moi, hein, de cette torpeur qui consiste à se prendre pour la personnalité. Et donc, sur une voie non duelle de l'éveil, il n'y a pas le concept qu'on doit mettre des dizaines d'années ou peut-être voire plusieurs vies en fait pour reconnaître la vraie nature de ce que nous sommes, la conscience éveillée. Notre vraie nature, sur un chemin d'éveil non duel, eh bien, c'est possible de la découvrir dans l'instant, à chaque instant. Hein, et c'est ça qu'un enseignement d'éveil non duel va proposer, c'est cette reconnaissance ici et maintenant, pas dans un an, pas dans 10 ans. C'est disponible ici maintenant. Ce qui ne veut pas dire que il n'y a pas un apprentissage de ça et que donc ça n'a pas l'air de s'étaler dans le temps, mais l'accessibilité de ta vraie nature, elle est accessible déjà ici maintenant. Hein. Il n'y a pas à évoluer ou transformer quelque chose. Dans l'éveil non duel, ce dont il s'agit en fait, on en parle souvent Ken et moi, c'est plutôt d'une vision claire, c'est de reconnaître en fait ce qui est déjà là. Hein, et c'est pour ça qu'on parle de rêve parfois et de s'éveiller du rêve, parce que rien ne change dans les apparences. En revanche, ce qui change, c'est ce qui ressent vivre les apparences. Hein. Quand on rêve et qu'on est endormi, eh bien, on n'est pas conscient de rêver. Et avec l'éveil, eh bien, il y a conscience que ce qui vit cette expérience, c'est pas le petit moi, mais c'est la conscience elle-même. Non-dual awakening relates to an awakening beyond the dual paradigm. Un éveil non duel, ce que ça concerne, eh bien, c'est un éveil qui est au-delà du paradigme duel. Of the world and beyond all dimensions. Au-delà du paradigme duel du monde et au-delà de toutes les dimensions. Beyond any conception of myself. Au-delà de toute conception de moi-même. As being something different from something else. Comme étant différent de quoi que ce soit d'autre. Often we can have glimpses of what's called the non-dual awakening through temporary experiences. Et souvent, on peut avoir des aperçus de l'éveil non duel par des expériences temporaires. It can be the experiences of oneness. Donc, ces expériences d'éveil non duel temporaire, ça peut être des expériences d'unité. Or where we feel like that everything is interconnected. Ou des expériences où ce qui est vécu, c'est que tout est interconnecté. That nothing exists separately. Et que rien n'existe séparément du reste. Sometimes it's linked to feelings that everything is divine in essence. Parfois, certaines de ces expériences, eh bien, elles sont liées au fait de sentir que tout, en son essence, tout est divin. And that I am that. Et que je suis ça. We can have experiences of feeling one or with nature. On peut avoir des expériences d'éveil non duel qui consistent à se sentir un avec la nature. It can be experiences of unconditional love. Ou des expériences d'amour inconditionnel. Or spiritual experiences of intense clarity. Ou des expériences de clarté intense. Or experiences of expansiveness and boundlessness. Ou ça peut aussi être des expériences d'expansion ou d'absence de limite. Like there's just infinite space. Comme s'il y a un espace infini, comme si on est cet espace infini. Or experiences of infinite consciousness. Ou des expériences de conscience infinie. Et à nouveau, c'est un peu dans cette direction-là qu'on ira avec la pratique guidée de tout à l'heure. Et donc, toutes ces expériences que Ken vient de citer sont des expériences non duelles, mais qui sont temporaires parce que, bien, elles apparaissent, mais elles ont toujours une fin. Et parce qu'elles sont si fortes ou exaltantes, tu pourrais dire, souvent, en fait, elles constituent un piège, en fait, sur le chemin de l'éveil, parce que quel que soit le nombre de ces moments un peu magiques, si tu veux, de l'éveil, qui surgissent sur notre chemin,
ce sont toujours des expériences temporaires. Ce sont en fait, tu pourrais dire, des expériences d'états modifiés de conscience qui apparaissent et puis qui disparaissent. Mais la nature de l'éveil lui-même, ce n'est pas une expérience. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que une expérience, c'est en général, ce qu'on veut dire par là, c'est que le moi fait l'expérience de quelque chose. Non? Et donc, ça, c'est une expérience. Je vis quelque chose. Mais la nature de l'éveil, ça n'a pas à voir avec un contenu spécifique d'expérience. Hein? Parce que ça voudrait dire alors que ça n'est pas tout. Si l'éveil, c'était un contenu spécifique d'expérience et que c'était pas un autre. Hein? Donc, en fait, la nature de l'éveil, c'est pas un état spécifique et c'est pas un état modifié de conscience, c'est pas un certain état de conscience, c'est pas une expérience, c'est une réalisation. We realize that who we are, on réalise que qui nous sommes, what we are, is consciousness itself. Ce que nous sommes, eh bien, c'est la conscience elle-même. It's not just the realization that God exists or source exists. Et c'est pas juste la réalisation que Dieu existe ou la source existe. Or that awake consciousness is accessible. Ou que la conscience éveillée est accessible. It's the realization that that's what we are. That is our true nature. C'est la réalisation que c'est ce que nous sommes, c'est notre vraie nature. And it's also the realization that this consciousness isn't just our true nature. Et c'est aussi la réalisation que cette conscience, c'est pas seulement notre vraie nature. It's literally the true nature of everything and everyone. C'est littéralement la vraie nature de tout et de chacun. This is the true nature of manifestation of what we really call reality. C'est la vraie nature de la manifestation, du manifesté et de ce qu'on appelle la réalité. And this is not just an idea or something we believe anymore. Et à ce stade-là, eh bien, c'est pas juste, c'est plus juste une idée ou quelque chose qu'on croit. Or even something that we know. Ou même quelque chose qu'on sait. It's something we are. C'est quelque chose qu'on est. When we have a non-dual awakening experience, one of the many kinds that I described earlier. Quand on a une expérience d'éveil non duel, une des nombreuses là que j'ai décrites tout à l'heure. We have a tendency to want to relive them again and again, if possible. Et on a une tendance à vouloir les revivre encore et encore. Whatever we tell ourselves, this is often that we are after. Et quoi qu'on se dise, en fait, sur un chemin d'éveil, souvent, c'est après ça qu'on court. We're after that thing again and again and again. We chase it, sometimes for years. On court derrière le fait de revivre ces expériences et pendant des années le plus souvent. Et effectivement, c'est une des choses les plus fréquentes qu'on voit. Hein. Beaucoup d'entre vous, ils ont vécu ces expériences temporaires et ils ont l'impression que avancer sur le chemin de l'éveil, ce serait les retrouver ou les reproduire. Mais comme on a dit, l'éveil, c'est pas une expérience, c'est une réalisation. Donc la question c'est comment alors stabiliser cette réalisation une fois qu'on a eu des expériences temporaires. Et la réponse à ça, c'est qu'un des plus grands mythes, en fait, de l'éveil, et on voit ça tout le temps, en fait, avec les participants, c'est de prétendre ou de croire que, en fait, l'éveil, c'est la disparition de l'ego, hein, que avec l'éveil, l'ego se dissout et qu'il ne revient plus. Hein. Alors que ce que l'expérience montre et même ce que la recherche a montré, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Et toutes les grandes traditions spirituelles qui ont des cartes de l'éveil, si tu veux, c'est-à-dire qui ont une forme de description du processus d'éveil, toutes ces grandes traditions reconnaissent l'existence d'étapes et ce sur quoi elles s'entendent, c'est qu'il y a un premier pas, si tu veux, dans le processus d'éveil non duel, qui est un peu comme une première ouverture, tu pourrais dire, ou comme une réalisation initiale. Et cette réalisation initiale, en fait, c'est une expérience d'éveil temporaire. Mais sa caractéristique, c'est que même si elle est temporaire et qu'après elle va, tu pourrais dire, se refermer, elle va servir de point de référence et de point de retour. C'est-à-dire que ce qui a été vu, hein, la réalisation qui a été vue, eh bien, va servir de point d'ancrage ou de retour. Et donc, il va pouvoir y avoir un retour de la conscience à
à ce point de départ, si tu veux. Alors, quand je dis qu'il va pouvoir y en avoir un, c'est avec le développement de l'éveil, parce que, comme j'ai expliqué plus tôt, beaucoup de personnes viennent à nous qui ont déjà eu ce point de référence, si tu veux, cette première expérience d'éveil, mais qui ne savent pas comment y revenir, en fait. Et c'est une des choses que le programme qu'on propose et que ce processus étape par étape qu'on propose permet de découvrir, c'est comment ouvrir, comment faire cette première ouverture initiale, si tu veux, et puis comment y revenir encore et encore. Parce que le stade suivant, c'est effectivement ce retour encore et encore à cette première ouverture, de manière à ce que ce soit, tu pourrais dire, accessible à volonté, on va dire, au lieu d'avoir l'impression que à un moment d'éveil, il faut que j'attende que ça me tombe dessus. Eh bien, ce qui va pouvoir être découvert, c'est qu'en fait, il y a tout à fait moyen, avec des pratiques simples, en fait, de revenir encore et encore à cette ouverture. Et donc, dans ce programme qu'on a mis au point, qui s'appelle Entrer dans l'éveil, eh bien, il englobe à la fois le déclenchement, si tu veux, du processus d'éveil, donc cette réalisation initiale de l'éveil, et puis des pratiques qui permettent en fait de revenir, comme on disait, à volonté, tu pourrais dire, à cette réalisation de notre vraie nature. Et je te parlais tout à l'heure des neurosciences. Hein, je te disais que aujourd'hui, les neurosciences rejoignent en fait ce qui a été dit depuis des millénaires dans les traditions spirituelles. Et ce qui est récent, qui a été découvert, c'est ce qu'on appelle le fonctionnement du réseau par défaut, le réseau neuronal par défaut, si tu veux. C'est un ensemble de structures cérébrales qui s'activent ensemble, qui résonnent, tu pourrais dire ensemble, quand on fait rien de particulier et par exemple quand on rêvasse. Hein. Et ce que la recherche a montré, c'est que c'est en fait l'activation du réseau par défaut qui crée de toutes pièces l'illusion mentale d'être le moi séparé, ce dont on parlait tout à l'heure, ce dont toutes les grandes traditions spirituelles et les mystiques parlent. Eh bien voilà, les neurosciences arrivent, on pourrait dire, au même endroit. Et donc, quand ce réseau par défaut est activé, est désactivé, pardon, et il y a moyen de le désactiver par des pratiques spécifiques, et bien, ce qui se passe, c'est que cette illusion mentale du moi séparé, eh bien, elle s'efface, elle disparaît. Et là, mais qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître l'expérience de la conscience éveillée, ce qu'on peut appeler l'état d'éveil, si tu veux. Hein. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est certainement les clichés que tu connais hein, de l'état d'éveil, le sentiment d'unité avec toute chose, le vécu de l'instant présent au lieu d'être dans le passé et dans le futur, l'acceptation de tout ce qui est, hein, au lieu qu'il y ait du jugement, une attraction-répulsion avec ce qui se passe. Donc, ces aspects de la conscience éveillée, eh bien, elles vont être présentes naturellement, si tu veux, une fois que le réseau par défaut est désactivé. Et surtout, quand il est désactivé, eh bien, ça mène à la réalisation profonde de cette illusion du moi. Et donc, la réalisation que tout se déroule, en fait, ce qui est se déroule sans qu'il y ait en fait un moi séparé qui est aux commandes. Tout ça, ça se passe sans que l'ego soit aux commandes. Et donc, en fait, cette désactivation du réseau par défaut, qui correspond, si tu veux, à ce qu'un chemin d'éveil non duel, ce à quoi ça mène, eh bien, ça va permettre, en fait, de réaliser notre mission de vie, à la fois en tant que ce qui apparaît comme une personne, parce que dans les apparences du monde manifesté, ça va toujours apparaître comme une personne, on ne disparaît pas dans la lumière, hein, mais aussi en tant que conscience éveillée, c'est-à-dire avec la conscience que cet être séparé n'est pas la nature même de ce que nous sommes. Ça fait partie de ce que nous sommes, mais ce que nous sommes est bien au-delà de ça, et c'est le tout. Et ce petit personnage est en fait juste une partie de ce tout. Et donc, une question qu'on avait dit qu'on aborderait, c'est est-ce qu'on peut faciliter l'apparition de l'éveil non duel?
Et eh bien oui, on peut. Hein. Comme j'ai dit, cette découverte du réseau par défaut vient confirmer en fait ce que, à nouveau, les traditions millénaires ont montré, c'est qu'il y a des pratiques qui permettent de désactiver le réseau par défaut. Et comme le réseau par défaut, c'est lui qui est responsable de l'illusion mentale d'être le moi séparé, eh bien, si ces pratiques spécifiques, on les pratique, ça désactive le réseau par défaut et cet état d'éveil apparaît. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la recherche a montré que quand on utilise une seule méthode d'éveil, tu pourrais dire, comme des méthodes qui ont été utilisées dans les grandes traditions, hein, si c'est une seule méthode particulière, eh bien, en fait, l'éveil a en fait peu de chances de survenir. Moins que 10% des gens qui pratiquent cette méthode vont voir un déclenchement du processus d'éveil. Hein. Et c'est ça qui fait que quand tu regardes les grandes traditions, que ce soit les traditions de pleine conscience, bouddhistes ou n'importe quelle autre tradition, que ce soit les chrétiens, et tu peux voir que même quand, tu peux dire, les adeptes sont fervents ou les méditants, hein, voilà, tous ceux que tu connais qui pratiquent la méditation à fond et pendant des dizaines d'années et des milliers d'heures, eh bien, l'éveil ne se passe pas pour tous. Et effectivement, c'est notre expérience aussi dans les gens qui viennent à nous, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont pratiqué des méthodes qui pourtant ont mené à l'éveil pour d'autres, mais pas pour eux. Hein. Et ça, c'est dû au fait que, comme j'expliquais, une méthode particulière a finalement assez peu statistiquement, si tu veux, à moins de 10% d'effet d'éveil. Et pourquoi? Ben simplement parce que chaque méthode a un peu un angle différent et donc il semble qu'une méthode puisse marcher pour l'un mais pas marcher pour l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ça permet en fait de comprendre pourquoi, pour maximiser en fait la probabilité de l'éveil, et c'est ce qu'on fait dans ce processus dont on te parle aujourd'hui, c'est qu'il faut à la fois une certaine intensité de pratique, donc il faut forcément pratiquer certaines pratiques simples, mais ce qui est nécessaire aussi, c'est la diversité. Hein. C'est le fait de combiner les méthodes qui vont agir sur des aspects différents du réseau par défaut. Et c'est cette combinaison, si tu veux, qui va mener à la désactivation du réseau par défaut d'une manière très probable, en fait. Très, très probable. Et donc, avec cette désactivation du réseau par défaut, eh bien, il y a cette apparition de l'expérience d'éveil initial et donc de la reconnaissance de la nature, de la conscience. Et donc, c'est vraiment notre expérience, à Ken et moi, c'est que en proposant en fait une série de pratiques qui sont des pratiques spécifiques, hein, elles font partie des pratiques qui sont vraiment les plus efficaces pour désactiver le réseau par défaut, eh bien, on voit apparaître ce déclenchement du processus d'éveil. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que avec ces pratiques simples, en fait, vraiment, la nature de la conscience éveillée peut être découverte, peut être vécue, si tu veux, sous les différents aspects qu'on a cités tout à l'heure, comme étant des possibles expériences d'éveil non duel. Donc, la nature de la conscience éveillée va être découverte sous l'angle de la réalisation, si tu veux, de l'amour inconditionnel, hein, c'est un des aspects de la conscience éveillée, ou d'une joie sans cause, ou de l'aspect de la conscience qui se reconnaît comme étant la nature même de tout ce qui est, hein, comme conscience sans limite. Et comme je te disais, c'est dans ce sens-là que va notre pratique dans laquelle on va te guider tout à l'heure. Avec donc cette désactivation du réseau par défaut et les méthodes qu'on couple dans ce processus, ce trajet d'éveil non duel, si tu veux, eh bien, ce qui peut aussi être vécu, c'est la nature de la conscience comme conscience pure. Et conscience pure, ça veut dire sans contenu. Ça veut dire, et c'est souvent ce qu'on appelle en fait la vacuité. Hein, donc ça aussi, tu vois, c'est quelque chose que beaucoup de gens
sur quoi les gens ont lu, ils connaissent le mot, mais alors l'expérience de ça peut vraiment être vécue par la pratique de certaines pratiques spécifiques et simples. Et alors, comme je disais tout à l'heure, la réalisation, tu pourrais dire la plus poussée et fondamentale de l'éveil non duel, ça c'est celle de l'illusion du moi, de reconnaître que le moi est une illusion mentale. Et donc, c'est aussi un des angles qui est atteint, si tu veux, par les pratiques qui sont proposées dans ce processus et dans ce programme. Mais ce qui est important, comme je dis tout à l'heure, c'est que c'est un mythe de penser que avec cette ouverture de l'éveil, et en fait le moi a disparu et qu'il va pas revenir. C'est pas comme ça, parce que la nature du réseau par défaut, en fait, c'est que par défaut il se réactive en fait. Donc un trajet d'éveil, ça va être un trajet de désapprentissage du réseau par défaut, des apprentissages d'activation, si tu veux. Et donc, ça veut dire que au début de ce trajet d'éveil, quand il y a cette première ouverture de l'éveil, eh bien, en dehors des moments de pratique, eh bien, le réseau par défaut, il va se réactiver. Et donc, on va se sentir de nouveau être le moi. C'est tout à fait normal. C'est le processus d'éveil classique, si tu veux. Et donc, c'est là, comme j'en parlais au début, qu'il y a ces sortes d'alternance entre des moments d'éveil et des moments d'identification au moi. Et c'est ce qu'on appelle l'oscillation. Mais au terme de cette première étape, là où mène entrer dans l'éveil, ce programme, c'est la conjonction de ces deux premières étapes dont je t'ai dit que les grandes traditions, qu'elles s'entendent là-dessus, sur ces deux étapes. Donc c'est la première expérience directe de la conscience éveillée et la possibilité de revenir à cette réalisation. Et alors, avec les pratiques et avec le temps, le processus d'éveil, c'est un peu, pour dire, c'est un peu comme une fleur, ça s'ouvre. Eh bien, les moments où la conscience éveillée est réalisée, il commence à s'étendre, il commence à durer plus longtemps, et surtout, cette réalisation devient de plus en plus accessible facilement dans l'instant. Donc, à ce stade-là, en fait, c'est le moment de passer à la deuxième étape. Et cette deuxième étape, c'est ce qu'on appelle, nous, the one question. C'est en fait le programme suivant, si tu veux, et qui permet justement de découvrir qu'en fait, même l'impression d'osciller entre le moi et l'éveil, eh bien même ça, c'est en fait une illusion mentale aussi. Et donc, ça fait partie de la suite du processus d'éveil où, comme on en parlait, c'est possible en fait d'apprendre non seulement à accéder à la conscience éveillée, mais c'est aussi possible de s'y établir durablement, parce que quand c'est vu la nature illusoire de cette oscillation, eh bien, ça peut être vu que c'est là tout le temps. Et en fait, comme je te disais tout à l'heure, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, les gens pensent que l'éveil, c'est une histoire d'état, qu'il s'agit de passer d'un état où on est l'ego à un état où il y a l'éveil. Mais c'est pas une question d'état, c'est une question de vision claire, c'est une question de réalisation, de reconnaissance de quelque chose qui en fait est déjà là. Donc, on a une petite méditation à faire avec vous. Je ne sais pas, Emmanuel, si on y va. Ah écoute, c'est le bon moment, c'est le bon moment. Oui. Il y avait une ou deux personnes qui attendent impatiemment cette méditation. Donc, ok. Allons-y. Donc, cette méditation, elle va te donner un aperçu. C'est un aperçu, c'est évidemment une méditation introductive qui fait plutôt partie du début du processus d'éveil. Elle va te donner un aperçu de ce que c'est cette nature non duelle de ton être, donc de la nature illimitée de la conscience. Peut-être, Emmanuel, parce qu'on entend ton micro parfois qui fait des retours, est-ce que c'est possible de le couper pendant la méditation? Ouais. Merci. Le moi, l'ego, lui, il voit le monde d'une manière duelle. Il pense qu'il est ici et qu'il perçoit les objets qui sont séparés de lui. Et donc, il pense qu'il a sa conscience à lui.
Il pense que le moi, il pense qu'il a une conscience. Hein. Alors que la réalisation de l'éveil, ce qu'elle révèle en fait, c'est que l'impression d'être le moi, elle apparaît dans la conscience. Donc, la conscience est première et le moi, c'est quelque chose qui apparaît dans la conscience. La conscience que tu es, en fait, ton être véritable, ta vraie nature, comment tu veux y appeler ça, eh bien, c'est bien plus que le moi. C'est en fait ce qui est en l'absence ou en la présence du moi. Et donc, c'est ce qu'on va explorer. Et donc, ça se fait les yeux fermés. Donc, je te propose de fermer les yeux parce que, en fait, c'est beaucoup plus facile d'accéder à ça, les yeux fermés. Dans notre programme, on propose toujours de commencer les yeux fermés, même si à un moment donné, ça peut aussi être exploré les yeux ouverts. Donc, les yeux fermés, tu peux commencer par porter ton attention sur ce qui est perçu visuellement, même si tu as les yeux fermés, au travers des paupières. Et voilà, tu perçois certainement des zones qui sont plus sombres ou plus claires, ou peut-être qu'il y a même des impressions un peu de couleur ici ou là. Hein. Et donc, on pourrait dire que c'est du contenu visuel, si tu veux. Ces taches, ou ces formes, ou ces couleurs, quoi que ce soit, c'est ce qui est perçu visuellement derrière les paupières fermées. Hein. Et ce qui est perçu, ça n'a pas d'importance. Laisse-toi juste te rendre compte qu'il y a une attention qui est mise sur ce qui est vu. Et maintenant, on va laisser l'attention se désinvestir, se détourner de ces contenus visuels pour s'intéresser au champ visuel lui-même. Donc, à cet espace visuel dans lequel ces contenus visuels apparaissent. Donc maintenant, l'attention se tourne vers le champ visuel lui-même, et en particulier avec la question, est-ce que ce champ visuel, au niveau de l'expérience, hein, c'est pas une question pour ton mental, c'est une question à explorer au niveau de l'expérience, est-ce que ce champ visuel, est-ce qu'il a une limite? Est-ce qu'il a, tu pourrais dire, une ligne au-delà de laquelle il est fini, si tu veux? Est-ce qu'il a une limite? Alors, parfois, il peut y avoir l'idée qu'il a une limite, parce que le mental, lui, il a évidemment son idée sur la chose. Hein. Mais ici, ce qui est important dans cette méditation, c'est d'explorer ton expérience et de lâcher les concepts mentaux que l'ego a des choses. Donc, si tu explores cette question, est-ce que le champ visuel a une limite? Si tu explores, si l'attention explore le champ visuel et cherche sa limite, si tu ne passes pas par cette idée préconçue, si elle est là, qu'il est limité, et que tu cherches cette ligne qui le délimiterait, ou cette limite au-delà de laquelle ce champ n'existerait plus, si tu restes uniquement avec ce qu'on appelle l'expérience directe, donc qui ne passe pas par les concepts mentaux, eh bien, l'expérience qui est là, c'est que tu peux pas trouver une ligne, une limite comme là où le champ visuel finit et puis après il est plus là. Hein. En fait, il n'y a pas de contour, il n'y a pas de limite précise. Et donc, tu laisses l'attention, tu laisses la conscience être consciente du champ visuel dans son entièreté, en lâchant toute attention au contenu, en gardant toute l'attention sur l'espace lui-même, en notant que ce champ visuel, cet espace, il n'y a pas de limite. Et comme il n'y a pas de limite, on peut dire qu'il est sans fin, qu'il est illimité. Et puis, l'attention peut se porter maintenant sur l'aspect auditif
Donc, ce qui est entendu, les contenus auditifs, si tu veux, les sons, ma voix, les petits bruits peut-être dans ton environnement. Alors, il y a des bruits qui sont plus forts, des bruits plus discrets. Donc ça, c'est les contenus auditifs. Et maintenant, à nouveau, on laisse l'attention se détourner des contenus pour se porter sur le champ auditif lui-même, l'espace sonore dans lequel les sons circulent. Et avec cette question, quelle est la forme ou la taille ou la limite de ce champ sonore? Est-ce que tu peux lui trouver une limite? Ou est-ce que dans l'expérience directe, ce qui est trouvé, c'est que ce champ sonore, cet espace sonore lui-même, il n'y a pas de limite. Il est illimité. Et maintenant, l'attention se porte sur la nature silencieuse de ce champ. Parce que même si ce champ sonore accueille tous les sons et tous les bruits, l'espace lui-même est silencieux et calme. Illimité et silencieux. Maintenant, l'attention peut se porter sur les sensations physiques, les contenus sensoriels, si tu veux, ce qui est senti. Là aussi, certaines sensations sont plus fortes ou plus subtiles. D'autres sont plus envahissantes. Et à nouveau, la conscience lâche son attention sur les contenus sensoriels pour s'intéresser au champ sensoriel lui-même. Quelle est la taille ou la forme du champ sensoriel lui-même? Et s'il y a l'impression que ce champ sensoriel, il est en fait limité par la forme ou qu'il a la taille du corps, en fait, ça, c'est pas l'expérience directe. Ça, c'est une idée qui passe par la représentation mentale, par l'image du corps, si tu veux. Donc, si cette impression est là, que l'espace dans lequel les sensations apparaissent est limité à l'espace du corps, alors lâche juste cette représentation mentale du corps, cette image mentale du corps. Laisse-la de côté pour réaliser qu'en fait, le champ sensoriel lui-même, lui aussi, il est sans contour, sans limite. Quand l'attention explore ce champ, elle ne trouve pas de limite à ce champ sensoriel. Donc ce champ sensoriel, il est lui aussi sans forme et sans limite. Et maintenant, la conscience peut se porter sur ce qu'on appelle les contenus mentaux. Contenus mentaux, c'est tout ce qui peut venir dans le mental. Donc, les pensées, ou simplement si tu
tu penses à quelqu'un que tu connais, eh bien, tu as sans doute son visage qui apparaît en tête. Voilà, ça, ce sont des contenus mentaux. Et donc, l'attention se porte sur ces contenus mentaux. Puis, elle se détourne de ces contenus pour se porter sur ce dans quoi ces contenus apparaissent. Donc, sur le champ mental lui-même. Le champ mental lui-même. Avec la question à nouveau, quelle est la taille de ce champ mental? Est-ce qu'il a une limite? Et à nouveau, dans l'expérience directe, il n'y a pas de limite. Cet espace, ce champ mental, il est illimité. Et maintenant, l'attention se porte sur cette question. Est-ce que les sensations physiques apparaissent dans un espace différent de l'espace où apparaissent les sons? Ou est-ce que les sons apparaissent dans un espace différent de l'espace où apparaissent les pensées? Non, ça n'apparaît pas dans des espaces différents. C'est pas comme dans des petites boîtes différentes. En fait, tous les contenus visuels, auditifs, mentaux, sensoriels, tout ça apparaît dans un seul et même espace. Et cet espace, c'est l'espace de la conscience. C'est la conscience elle-même. Et la conscience, elle est sans bord, sans limite, illimitée. Tranquille. Et depuis ce champ de conscience illimité dans lequel tout apparaît, dans lequel apparaissent les sons, les sensations, depuis ce champ de conscience illimité, si la question suivante est posée, où est ce qui entend? Où est ce qui entend? Depuis ce champ de conscience illimité, l'expérience, c'est que ce qui entend, c'est le champ de conscience lui-même. Ce qui entend est partout et nulle part. Et toujours depuis ce champ de conscience illimité, à la question « Où est ce qui voit ?» L'expérience qui répond à cette question, c'est que ce qui voit, c'est la conscience elle-même, qui est la conscience qui est partout. Et où est ce qui perçoit les pensées? Où est ce qui perçoit les pensées? C'est la conscience elle-même, c'est ce champ de conscience infini, sans limite, partout. Donc la conscience peut se reconnaître elle-même en tant que cet espace infini, sans limite,
tranquille. Dans lequel tout apparaît, y compris ce que tu appelles moi. Merci. Voilà pour la petite introduction à la nature de ton être, à la conscience. Donc, si tu veux éclaircir des choses, n'hésite pas à poser tes questions. Et je pense que... Alors, ils sont en train de revenir petit à petit de cette expérience, parce qu'on n'a pas beaucoup de retours. Peut-être une chose à dire, c'est que si vous avez des questions pendant que Emmanuel les lira, moi je les traduirai à Ken en anglais comme ça, mais Ken les comprendra. Alors justement, on va peut-être profiter de ce petit moment où les personnes vont revenir un petit peu de cette expérience pour parler justement donc de votre programme et de l'offre qu'on propose ce soir liée à ce webinaire. Donc vous avez un programme qui dure. Alors je vais le mettre sur la droite de la vidéo. Voilà. Donc c'est un programme qui démarre donc, alors ça par contre il faut bien le préciser, qui démarre à une date bien précise, donc le 26 janvier, parce qu'habituellement nos formations qu'on propose sur Bibouda, les personnes démarrent dès qu'elles ont acquis l'information. Donc là c'est pas le cas, le démarrage est à une date bien précise, le 26 janvier. Peut-être une chose à dire quand même, Emmanuel, c'est que dès qu'ils s'inscrivent, en fait, ils ont accès à des pages, si tu veux, qui sont ouvertes dès l'inscription, en fait. Et donc, en revanche, la suite du programme s'ouvre pour tout le monde le 26. D'accord. Et donc, c'est un processus donc, en 4 étapes. Et donc, il y a 3 offres. Il y a la possibilité justement de découverte, donc, qui est sur les 2 premières semaines. Et si ça vous convient, vous pouvez totalement continuer avec le programme complet qui est sur 10 semaines. Et il y en a un alors, qui est encore plus long, avec un approfondissement donc, qui dure sur 22 semaines. Est-ce que tu veux rajouter quelques informations pratiques sur justement sur ces programmes? Sur ces formules, tu veux dire? Oui. Et le programme complet, on peut dire, le programme complet, c'est les 10 semaines. C'est le programme de base complet, je veux le dire comme ça. Alors, les 2 semaines, c'est vraiment un programme découverte qui permet à la fois ces 2 modules complets. Donc, il y a vraiment, en tant que tel, on peut dire que les 2 semaines, beaucoup de personnes qui y participent, c'est pas juste un morceau de quelque chose. Il y a vraiment 2 modules complets qui permettent de vivre certains angles de la conscience éveillée dont on a parlé tout à l'heure. Mais alors, les 10 semaines, ça couvre tous les modules, c'est-à-dire
toutes les pratiques dont on a parlé, qui chacune donne un angle différent d'entrer dans la conscience éveillée. Donc, bien sûr, la recommandation, c'est de suivre, si possible, le programme de 10 semaines. Mais si voilà, vous voulez vous confirmer dans le fait que c'est quelque chose qui vous convient, c'est pour ça qu'il y a l'offre découverte des 2 premières semaines. Ça vous permet de vous sentir à l'aise alors de faire la suite. Et alors, les 22 semaines, en fait, c'est le programme de 10 semaines suivi par 12 semaines d'approfondissement, en fait, où vous avez l'occasion d'approfondir, de repratiquer, en fait, tout ce qui a été vu pendant les 10 semaines. Parce que c'est un programme qui est intensif, hein. Il est intensif, le rythme est soutenu, et c'est fait exprès parce que le rythme fait partie de ce qui donne les résultats de ce programme, en fait. Donc, à la fin des 10 semaines, eh bien, beaucoup de personnes en fait sentent que vraiment elles ont envie de continuer et d'approfondir. Alors bien sûr, tu peux le faire par toi-même. Ça, chacun a un peu son style, je dirais. Hein. Il y en a qui, une fois voilà qu'ils ont ce qu'il leur faut, eh bien, ils sont autodisciplinés et ils continuent seuls. Et puis il y en a d'autres, ils aiment bien être motivés et accompagnés pour en fait entretenir cette ouverture dont on a parlé, puisque c'est ça que ces 10 semaines font, c'est cette ouverture initiale et le fait de revenir à volonté à l'expérience de la conscience éveillée. Et donc pour certains, eh bien, ils vont avoir envie d'avoir un soutien, d'accompagnement dans un laps de temps encore plus long. C'est un programme où il y a beaucoup d'accompagnement. Hein. Alors, il n'est pas obligatoire parce que certaines personnes, soit elles c'est pas leur souhait, ou alors elles ont moins le temps, ou voilà. Donc, tout le monde ne profite pas, voilà, de l'accompagnement intensif qui vous est offert, mais il y a des rencontres hebdomadaires, tant de débriefing que de pratique en groupe, et donc il y a tout à fait moyen de le faire tout seul, voilà, sans participer à ces rencontres, mais il y a aussi moyen donc d'être vraiment accompagné de près par Ken et moi et par les assistants de ce programme pour vous soutenir et pour garder la motivation élevée. Parce qu'on sait tous que les programmes en ligne, le taux de suivi des programmes en ligne, il est extrêmement bas, hein, d'habitude. Nous, on a un taux extrêmement élevé, en fait, de suivi du programme. Donc, et c'est parce que cet accompagnement est à la fois intensif et comment on va dire, de près, avec des vraies personnes qui sont là avec vous. Voilà. Alors Brigitte, je vais peut-être juste couper la parole parce qu'il y a Pat qui pose une question. C'est combien de jours et d'heures par semaine? Et ici, j'aimerais savoir si ce programme nécessite des temps de présence particuliers. Alors, le temps par semaine, ce programme-là, Entrer dans l'éveil, eh bien, il nécessite une bonne heure par jour. Hein. Alors, l'heure par jour, tu la fais quand tu veux. Il y a une petite pratique le matin et le soir qui sont très courts, donc ça, en général, ça pose pas de problème. C'est 5 à 10 minutes, 5 minutes même, ça convient. Mais en revanche, tu auras besoin d'une heure par jour pour faire la totalité de ce qui t'est proposé, c'est-à-dire soit regarder les vidéos, soit faire les pratiques, soit une combinaison des deux. Et donc ça pendant les 10 semaines. Plus après les 10 semaines. Après les 10 semaines, on peut lâcher le rythme, mais pendant 10 semaines, ça fait partie de ce qui donne les résultats qu'on a avec ce programme. Et il y avait une autre question que j'ai oubliée. Non, c'était en fait, t'as répondu aux deux, je pense, parce que c'était le combien de jours et d'heures par semaine et de jours, et c'était est-ce que ça nécessite des temps de présence particulier. Oui. Alors, ça ne nécessite pas, parce qu'en fait, le programme a été conçu au départ, quand on l'a mis sur pied, il n'était pas aussi interactif. Donc, ce n'est pas nécessaire. Il y a des gens qui vraiment ne font pas la partie interactive et ça n'enlève rien à l'efficacité du programme. Je dirais que la partie interactive, elle est plus au niveau de votre motivation et au fait de se sentir voilà, dans un groupe qui avance. Et donc, ces rencontres se font le lundi soir, après 19h. Alors,
il y a eu des retours hein, donc de cette méditation. Donc Joël, merci pour cette belle méditation. Florence se pose la question, est-ce que ça ressemble à un mélange combiné de Vipassana avec self-inquiry? Peut-être que ça ressemble pour toi. Tu pourrais dire que comme tant Vipassana que Self-Inquiry sont des méthodes d'éveil, mais bien sûr que voilà, il y a quelque chose qui est commun. Mais donc, on va dire oui. Si tu demandes si il y a quelque chose qui qui est du même type, on pourrait dire oui, mais si tu te souviens, c'est ce qui est spécifique ici, c'est que il y a un assemblage de différentes méthodes. Donc même quand en fait les participants ont déjà eu un trajet d'éveil et de méditation et de différentes méthodes, ils n'ont jamais pratiqué certainement pas toutes ces méthodes et en général juste l'une ou l'autre. Et le fait que ces méthodes sont couplées fait que le résultat, si tu veux, de ces pratiques est tout à fait différent que de faire l'expérience de ces pratiques, comme j'ai expliqué, isolées, tu vois. Mais ça pointe vers l'éveil non duel, comme ces méthodes dont tu parles. Alors Véronique, merci Brigitte pour cette si belle méditation qui est un cadeau. Alors il y a Christine qui se pose une question. Merci, donc la conscience est partout et je plonge dedans. C'est une question? Oui, oui, c'est une question. Tu peux me dire quelle est la question? Parce que j'entends ça comme quelque chose, comme un... Alors, je pense que c'est son expérience, mais du coup, elle aimerait avoir un retour là-dessus. La conscience est partout et je plonge dedans. Alors, la conscience est partout et tout à la fin, au départ, il peut sembler que je plonge dedans parce que il y a encore l'impression, si tu veux, que je fais l'expérience de la conscience. Mais ce que cette méditation a peut-être commencé à montrer, c'est que donc la conscience, quand on disait où est ce qui voit, où est ce qui perçoit les pensées, et peut-être que c'était vécu qu'en fait où nulle part et partout, hein, et que donc en fait ce qui vit le moment, si tu veux, parce que qu'est-ce qui vit le moment? C'est ce qui perçoit les pensées, ce qui voit et ce qui entend. Eh bien, ce qui vit le moment, il est effectivement partout. Et donc, ce qu'on appelle je, d'habitude, ce qu'on appelle je, c'est ce qui fait l'expérience de l'instant. C'est comme ça que le petit moi, d'habitude, c'est ça qu'il appelle je. Hein, c'est ce qu'il a l'impression qu'il vit l'instant. Eh bien, en refaisant cette méditation, cette impression que le je est localisé, parce que quand tu dis je plonge dedans, c'est comme si c'était encore différent de ce dans quoi ça plonge, hein, de la conscience. Donc, à la fois, on sent bien que ce que tu décris, c'est que ça commence à se fondre l'un dans l'autre, le je et la conscience, qui est illimité et qui est partout à la fois. Et petit à petit, eh bien, ça peut être découvert que, comme on l'a vu tout à la fin de la méditation, le je séparé, le je qui semble être ceci, ben ça apparaît dans la conscience en fait. Alors comme j'avais pas bien saisi la question, j'ai sans doute, je sais pas si j'ai bien répondu. Si ça répond à ta question. On verra si alors il y avait, oui, il y a Alban. Merci pour ce séminaire. Quand j'ai ouvert les yeux suite à cette méditation, mon environnement est apparu scintillant quelques secondes. Est-ce normal? Souvent, on répond qu'en fait, ce n'est pas anormal. Donc, c'est tout à fait OK, parce que dans les expériences d'éveil, si tu veux, il y a énormément de variations là-dessus. En fait, c'est très personnel et donc chacun a un peu la manière dont les choses se présentent. Et donc, ce que tu décris là, en tout cas, n'a rien d'anormal. C'est pas pour ça que comment la plupart des gens ici ont vécu ça, mais ça fait partie de l'ensemble de ce qui peut être vécu.
Alors, il y a Xavier qui demande également si tu peux revenir sur le lien avec les neurosciences, l'idée du programme par défaut. Le réseau neuronal par défaut. Donc, quand le cerveau est au repos, et quand on veut dire en repos, c'est-à-dire qu'il ne fait pas une tâche particulière, qu'il n'est pas concentré sur quelque chose, eh bien, ces différentes structures cérébrales s'activent ensemble. Et donc, elles vibrent, si tu veux, ensemble, et elles créent de toutes pièces l'impression que je suis quelque chose ici qui fait l'expérience de ça. Hein. Et donc, c'est une illusion mentale parce qu'en l'absence de l'activation de ça, eh bien, ce qui est là, c'est un peu ce qu'on a fait avec cette méditation, c'est que l'instant est vécu en l'absence d'un moi, en l'absence de quelque chose qui se sent séparé du contenu de l'expérience. Et on a écrit un e-book en fait là-dessus spécifiquement, qui est vraiment assez pointu sur le sujet, et que je pense que vous pouvez le trouver sur la page que tu as en fait, Emmanuel, que tu as donné. Normalement, si vous suivez ce lien, il doit y avoir possibilité de télécharger l'e-book, ou alors écrivez-nous simplement et on vous pointera où vous pouvez le télécharger. Alors, Joël se pose la question, est-ce que c'est le déconditionnement pour atteindre l'éveil? Un déconditionnement, tu pourrais dire, is it a deconditioning to reach awakening? Well, the thing that would have conditioning just seems to grow less and less. Oui, en fait, la chose qui peut sembler avoir du conditionnement, c'est-à-dire le moi, eh ben ça me nuise, si tu veux. So you could look at it two different ways. There's deconditioning happening, and the thing that has conditions dissolves. Donc, tu peux regarder ça de deux manières. Donc, effectivement, il y a un déconditionnement qui se fait, mais tu peux dire que en fait, c'est la chose qui a le conditionnement qui se dissout. But that doesn't mean it doesn't come back and forth, because that's essentially oscillation that is sometimes experienced. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des allées venues là-dedans, parce que, comme on en a parlé, ça fait partie de ce qu'on appelle l'oscillation sur le chemin d'éveil, qui se passe parfois. Et si c'était ta question, donc oui, déconditionnement, donc les conditionnements du moi. Alors parfois, j'explique ça comme ça, c'est que donc le moi, il est conditionné, c'est-à-dire que dans le moi, tu as toute une série de conditionnements, voilà, qui se passent. Et quand on est identifié au moi, eh ben, on tourne dans ces conditionnements, on est mu par ces conditionnements. Un travail d'éveil, comme on le fait dans ce programme Entrée dans l'éveil, c'est un travail de sortir du réseau par défaut. Et donc, ça veut dire qu'on quitte ces conditionnements. Et donc, ça veut dire que la conscience revient à sa nature même, si tu veux. Et donc, il y a une possibilité de sortir de cette roue de l'illusion, comme on l'appelle, hein, du moi. Et donc, ça, c'est le travail, tu pourrais dire, de discernement de ce qu'est la conscience éveillée versus ce qu'est le moi conditionné. Hein. Mais ça veut dire que quand la conscience se réidentifie au moi, elle retrouve en général, dans l'instant où elle est identifiée, les conditionnements restants. Et donc, c'est pour ça que c'est important sur un chemin d'éveil de ne pas seulement faire le travail d'éveil pur qui consiste à sortir du moi, si tu veux, à voir l'illusion du moi, mais aussi de continuer un travail de déconditionnement du moi qui, en fait, depuis la conscience éveillée, quand la conscience éveillée, tu pourrais dire, regarde le conditionnement du moi, et ben il y a une forme de dissolution qui se fait. On appelle ça de différentes manières, mais on peut voir au travers, si tu veux, ou comment qu'on appelle ça. Et donc, c'est ce qui apparaît comme solide ou ce qui est vécu comme solide dans le moi peut petit à petit se dissoudre, se déconditionner, comme tu dis. Alors, il y a plusieurs personnes qui demandent la même question, enfin, qui formulent un peu différemment, mais c'est un peu la même question. Kate pose la question, être éveillé donne-t-il un sens à la vie? La vie est-elle plus facile et plus belle quand on sait que l'on est conscient? Et Claudine, comment cet éveil se traduit dans la vie de tous les jours?
Alors, le sens de la vie, oui et non, dans le sens où c'est non, parce que le sens de la vie qui apparaît n'est pas un sens que le moi donnerait à la vie. Donc, ça n'est pas un sens égotique de la vie. Donc, ça a une autre nature, en fait, que ce que le moi peut imaginer. Mais tu pourrais dire que ce qui apparaît, c'est que toi, conscience éveillée, tu es le sens de la vie. Et donc, en ça, oui, tu peux dire que le sens de la vie est trouvé, mais c'est pas un sens de la vie qui peut se décrire comme une petite histoire ou avec des mots, parce que ça, c'est le mental qui fait. C'est un sens de la vie qui est vécu. Souvent, dans l'éveil, on dit que l'éveil est indescriptible. Et il est indescriptible. Pourquoi? Parce que ce qui décrit, c'est le mental. Ce qui met des mots, ce qui met le langage, ce qui essaye de mettre les petites choses en boîte avec le langage, c'est le mental. Et donc, l'éveil, c'est quelque chose qui est vécu, si tu veux, mais qui n'a pas besoin, qui se vit sans passer par des concepts mentaux. Donc, ce sens de la vie est là, mais on ne va pas te l'exprimer avec des mots parce que ce serait juste le mental mettant des mots sur quelque chose qui ne peut pas appréhender, si tu veux. Et donc, est-ce que la vie est plus belle? Oui et non, à nouveau. Elle n'est pas plus belle au sens du moi, parce que ça reviendrait à des concepts duels de beau, pas beau. Hein. Donc, c'est pas dans ce sens-là qu'elle est plus belle, mais tu pourrais dire qu'elle est plus belle parce qu'elle est dépouillée de cette dualité qui est en fait la cause de la souffrance et de l'impression qu'il y a du pas beau. Hein. Donc, voilà, c'est toujours très paradoxal de décrire l'expérience qui est sur un chemin d'éveil parce que c'est indescriptible avec le langage qui est en fait duel. Alors, on va voir encore deux questions. Je crois qu'on aura vu à peu près le tour des questions. Alors, Joël, c'est pas une question. Être éveillé, c'est être dans l'instant présent et le rester. Well, at times it can even seem moving beyond present moment because that's just another concept. Et par moments, ça peut même sembler aller au-delà d'être dans le moment présent parce que même ça peut encore être juste un concept. But yes, in the most basic, shall we say. Mais oui, au niveau le plus simple ou basique, on peut dire oui, oui. It doesn't matter whether what you think of as yourself is awake or not awake. Ça n'a pas d'importance si tu penses à toi-même comme étant éveillé ou pas. There is nothing else, so everyone is in the present moment because there is nothing else but the present moment. En fait, il n'y a rien d'autre que l'instant présent. Donc, tu pourrais dire que tout le monde est dans l'instant présent parce qu'en fait, il n'y a rien d'autre que l'instant présent. Awake or not, essentially. Qu'on soit éveillé ou pas. Maintenant, il peut y avoir l'illusion qu'on ne l'est pas, mais ce qui est, c'est qu'il n'y a que l'instant présent. Le futur et le passé sont des illusions mentales. Je pense qu'on en parle aussi dans l'e-book dont je vous parlais, sur le réseau par défaut. Et puis une dernière question de Fabienne. Quelle différence faites-vous entre le petit moi et le grand ego? I didn't understand the question. Qu'elle n'a pas compris la question. Je suis pas sûre de comprendre, enfin de savoir ce que tu mets derrière ces mots. Mais tu pourrais dire que dans ce qu'on enseigne, il y a quelque chose qui rejoint ce que tu dis là, c'est que le petit moi, eh bien, on pourrait dire que c'est la conception de lui-même que le moi a. Hein. Il a l'impression qu'il est ce qu'il est et qu'il est ce petit moi séparé, qui est différent des autres et des choses. Alors que je pense qu'elle l'a effleuré à un moment donné. L'ego, en fait, c'est pas un ego individuel. Il n'y a pas d'ego individuel. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'individu. Hein. Dans la reconnaissance de la conscience éveillée, c'est vu que la séparation est une illusion et donc
l'ego, c'est en fait une illusion dans la conscience. Et donc, il y en a un. C'est une illusion, tu peux dire, c'est une structure illusoire qui semble appartenir dans le monde de la manifestation à des entités séparées, mais pas réellement. Donc, je suppose qu'on peut faire un parallèle avec ce que tu appelles le grand ego. Voilà, ce serait cette structure égotique qui, en fait, voilà, n'est pas individualisée comme on le pense. Alors, il y a une toute dernière question de Pascal. Merci pour cette belle méditation. D'accord pour le mental qui met les mots, mais qu'est-ce qui met l'action? Voir le choix de ce qu'on va faire, doit faire, comme le monde matériel, les métiers, etc. What leads to action? Yeah. Just the movement of consciousness. There's nothing else going on, but you can feel it as a call. Ce qui pousse à l'action, c'est juste un mouvement de conscience, mais tu peux le sentir comme étant un appel. But only something that's at the level of form feels a call. Mais il y a que quelque chose au niveau de la forme qui peut sentir ce qu'on va appeler un appel. Because you can say what you are is already at the level of awakening. Parce qu'on pourrait dire que ce que tu es véritablement, ça, c'est déjà au niveau de l'éveil. So it is called to go nowhere. Donc ça c'est appelé à aller nulle part parce que c'est déjà là où c'est. But a sense of an individualized self at the level of form can feel called to go to a level of awakening, so to speak. But there aren't really levels. Mais ce qui est le moins individuel, ça, ou ce qui se sent encore être individualisé, si tu veux, ça peut se sentir appelé à aller vers l'éveil. Et je ne sais pas si ce que tu demandais, c'était qu'est-ce qui nous pousse à agir. Tu parlais des décisions, hein, ce sont des questions qui reviennent souvent. Et c'est vrai que depuis le moi, ce sont des choses qui semblent, qui sont difficiles à comprendre parce que depuis la perspective du moi, ça ne fait pas de sens. Hein. Depuis la perspective du moi, il y a l'idée que forcément quelque chose fait l'action. Et donc, qu'est-ce que c'est ou comment expliquer ça? Mais en fait, c'est la vie, ce qui est, comme disait Ken, est un mouvement de conscience. Hein. La fleur pousse, le vent souffle, l'arbre bouge dans le vent, et tout ça ne résulte pas d'une décision d'action, en fait. Mais une fois que le petit moi, le réseau par défaut est activé, eh bien, il y a cette illusion, en fait, que je suis quelque chose de séparé qui prend la décision. Mais c'est une illusion aussi. C'est toujours difficile à concevoir, voilà. Et c'est pour ça que dans le programme Entrer dans l'éveil et les programmes qu'on propose, on répond toujours aller dans la pratique, parce qu'en fait, les réponses à ces questions, les seules réponses qui sont des vraies réponses, c'est les réponses expérientielles, c'est de le vivre, en fait, et puis c'est là que c'est découvert ce que c'est. Alors parfois, on l'a lu dans les livres, évidemment, on n'avait pas vraiment compris, mais quand c'est vécu, alors on dit « Ah, c'est ça !» Voilà, eh ben oui, c'est ça. Mais c'est pas quelque chose qui peut être à nouveau, tu parlais des mots, ben voilà, c'est pas quelque chose qui peut être décrit par la parole, parce que c'est le moi qui cherche à comprendre quelque chose qui est au-delà de lui, en fait. Merci beaucoup, Brigitte et Ken, pour ce beau séminaire, une belle conférence et cette belle pratique, parce que je crois qu'elle a eu beaucoup de succès. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi encore cette nouvelle conférence. Brigitte et Ken, je vous laisse le mot de la fin. Et puis... merci. So Emmanuel says we can have the closing word. So now, after you've heard all this, maintenant que tu as entendu tout ça, maybe there's something familiar. Maybe you've heard it before in some other way, in some other time. Peut-être qu'il y a quelque chose de familier, peut-être que tu l'as entendu en d'autres temps, sous une autre forme. But what will happen now? Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? What is happening now? Qu'est-ce qui se passe maintenant? You could say in each moment, each present moment,
which there is no other moment, Tu peux dire qu'en chaque instant présent, parce que c'est le seul qui est, contains the opportunity. il y a l'opportunité. Well, many opportunities, but we're focusing on one opportunity right now. Beaucoup d'opportunités, mais ici, on se focalise sur une d'elles. This opportunity to see through, so to speak. C'est l'opportunité de voir au travers, comme on dit, en fait, au travers de l'illusion. Or to see beyond our limited perspective of what it is we think we are. Ou de voir plus loin que notre perspective limitée de qui on pense être. To see more clearly this shared truth that goes beyond all illusion. De voir plus clairement cette vérité partagée qui va au-delà de toute illusion. And this opportunity is in the moment, but it occurs again and again. And each moment it seems like over and over and over again. Et cette opportunité, elle est dans l'instant et elle se répète encore et encore à chaque instant qui est le seul instant présent. It's never lost, never missed, Ça n'est jamais perdu, ça n'est jamais manqué. always as close as your breath. C'est toujours aussi proche de toi que ton souffle. And you can relax in that, knowing that it's always there. Et donc, tu peux te détendre dans le fait de savoir que c'est toujours là. Just open to it at any time. Ouvre-toi à ça à quelques moments que ce soit. And what it is that's waiting for you is yourself, Et ce qui t'attend, c'est toi-même. is the one self, C'est le soi un. is the one. C'est le un. So join us in what you already are. Donc, rejoins-nous dans ce que tu es déjà. Merci. Merci. Bah, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée également Brigitte et Ken. Et puis à une prochaine fois. Merci Emmanuel. Merci à tous. Merci. Bye.